Salut à tous, je me trouve aujourd'hui samedi 27 juillet à Saint-Arnaud-en-Yvelines, à côté de Dourdan, ville réputée pour sa barrière de péage connue comme étant la plus grande d'Europe. À côté de moi, un petit groupe de gilets jaunes s'est rassemblé pour reprendre le dit péage. But de l'opération, éviter le coût aux utilisateurs, mais également frapper la société responsable de cette barrière directement là où ça fait mal, aux finances, à savoir la société Vinci. On va les suivre pour voir comment se monte une telle opération. C'est Thibaut pour le Média pour tous. Allez, c'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo, porno. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu es mal, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bon, bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Voilà. Le but, c'est deux vagues qui vont se rejoindre dans les bois. Le truc, c'est que si on fait un gros cortège, on va se faire avoir, c'est clair et net. Donc on va passer par deux endroits différents qu'on a été reconnaître hier. On se rejoint dans les bois, on va envoyer une reco pour voir si les flics ne nous ont pas bloqué l'accès. Dis-moi du coup, qu'est-ce qu'on fait là spécifiquement? Pourquoi ne pas se retrouver directement sur le péage en fait? C'est simple, c'est une question de stratégie. Se retrouver en amont d'un péage ou d'une structure comme ça, c'est déjà d'une, rassembler les troupes, motiver les troupes, parce qu'il y a une question aussi de détermination, de motivation, voir à peu près qui va faire quoi, parce qu'il y aura aussi des tâches distribuées à chacun. C'est aussi un moment où il faut parler ensemble. Tu vois, la solidarité commence déjà avant, en amont. Et c'est aussi préparer le terrain. Donc tout ça fait qu'il y a toujours forcément un petit temps de préparation. Après, une fois qu'on doit y aller, on y va par petits groupes. Il y a des consignes bien claires. Tu sais, pas de pneus, pas de dégradation, pas de fumigène. On respecte la sécurité, très important, parce que tu sais qu'il peut y avoir des fous aussi au volant, arriver, passer rapidement. Donc on se met un petit peu vers les bornes. On essaie de pas d'être trop sur la route. On essaie d'avancer petit groupe par petit groupe. C'est énormément de coordination, savoir travailler avec les égos de chacun, énormément. Puis voilà, travailler avec des gens avec qui on est sûr, surtout. Parce qu'on s'est aperçu que ça fuite énormément. Arrêter de travailler sur des réseaux sociaux standards, classiques, travailler sur des réseaux un peu plus alternatifs. Et donc automatiquement, ça fuit. Il n'y a pas de 100%, mais ça fuitera beaucoup moins. Mais justement, c'est amusant parce qu'on fait les manifs aussi, toi aussi t'en as fait beaucoup. On constate quand même il est vrai une baisse de fréquentation des manifestations, en tout cas à Paris ou dans les grandes villes. C'est pas du tout le cas pour les actions directes. Enfin, quand on dit action directe, pour les actions concrètes. Quand on organise une action, quand il y a un collectif qui monte un truc, il y a immédiatement, comme on peut le voir ici, 200 personnes qui vont venir, qui risquent pourtant plus gros, qui nécessitent plus de planification, et ils viennent quand même. Comment t'expliques ça, toi ? Ils viennent quand même parce que je pense qu'il y a une question de se sentir en sécurité. S'ils se disent qu'il y a le nombre, tu vois, le nombre 200, 300 personnes, ils entendent ça. S'ils entendraient qu'il y a 20 personnes, ils ne viendraient pas. Clairement, ils ne viendraient pas parce qu'ils se disent qu'ils vont prendre des risques pour rien. 300, 400 personnes, ça veut dire qu'il y a forcément dans leur tête une organisation, donc sécurisante. Si c'est sécurisant, c'est bien. Donc les gens viennent en masse, sachant qu'il y a comme un petit air de vacances, tu vois. Bon, parce que le péage, ça rappelle l'autoroute, tu vois. Voilà, c'est un petit air de vacances. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la solidarité, tu vois, de l'ordre de passer un bon moment ensemble. Il y a aussi ça. Tu vois, on est dans le sérieux, mais on se fait des contacts, on apprend à connaître les gens. Donc je pense que c'est ça qui attire le monde. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui, après de 8 mois de combat, qui se disent, plutôt que de se faire prendre des coups de matraque par les flics, par le CRS, se prendre des coups de gaz, perdre un œil, un bras, une jambe, un doigt, je ne sais quoi, ici au moins, tu vois, on n'a pas l'impression de se faire matraquer pour rien. On vise l'oligarchie, on fait perdre de la thune aux actionnaires de Vinci, parce que là en l'occurrence c'est Vinci. Donc c'est tout bon pour les gens. Tu vois, ça les motive juste 2-3 fois plus parce que, voilà, encore une fois, les manifestations sont utiles, il ne faut pas les dénigrer, mais il y a un moment donné, il va falloir une stratégie nationale. Où est la coordination? Il faut se coordonner, il faut une stratégie nationale. Tant qu'on n'a pas cette stratégie entre différents groupes de gilets jaunes, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, clairement, on va foncer droit dans le mur.
voit qu'il y en a qui commencent à couvrir leur visage, à prendre des sacs poubelles, etc. Et il y en a qui le font pas. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs rôles ici? Ouais, tout à fait. C'est une organisation. On nous a demandé de nous organiser. On est organisé. Voilà. On fait attention parce qu'il y a des gens qui veulent pas être reconnus et qui vont sécuriser les lieux. Et tous les autres, après, ils vont investir les lieux. Voilà, c'est tout simple. Donc autant la jouer secrète dès le début parce que ça évite les emmerdes, quoi. Toi, t'es bien là. On dirait, ça fait un peu IRA. Ouais, finalement, ça tente à le devenir. C'est quoi l'intérêt, dis-moi, de passer par la forêt? C'est pour faire prendre le maquis ou... On comptait sur Macron pour qu'il nous prête un Boeing ou alors qu'il nous prête un hélico. Ça aurait été sympa, on serait arrivé, t'imagines, là, dans le paysage et tout. Non, mais on n'est pas vu. Le but, c'est d'arriver le plus discrètement possible, de surprendre plutôt qu'être surpris. Ouais. Donc, quand on surprend, voilà, ça va être l'état de choc. Et puis, médiatiquement, par la communication, ça va être important parce que je pense qu'on a dit qu'on le ferait et on le fait. Et là, c'est les chassés croisés, c'est important de le faire. Voilà, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Normalement, c'est de l'argent qui aurait dû nous revenir. Et en fin de compte, voilà, on va le redistribuer à ceux qui auraient dû le sortir de leur poche, mais qui n'auraient jamais dû le sortir des poches. Voilà, donc c'est du pouvoir d'achat direct, ça. Voilà, ça c'est vraiment une œuvre citoyenne, je dirais. Alors comme vous pouvez le voir, on est à peine à 100 mètres du péage. Les gilets jaunes sont planqués dans le bosquet afin d'attaquer simultanément et de manière efficace. On va les suivre. Alors comme vous pouvez le voir ici, ce charmant bruit d'ailleurs que vous entendez peut-être, c'est le bruit des signalements sonores. Alors ce que les gilets jaunes ont fait, vous voyez là, vous avez les fameuses barrières de péage qui normalement devraient se lever et s'abaisser pour gérer la circulation. Elles ont été dévissées puis déplacées ici sur le côté. Le deuxième élément important à bien prendre en compte, c'est que vous avez là des caméras. Les gilets jaunes les ont dirigées vers le bas pour ensuite mettre un sac poubelle dessus, afin que les automobilistes qui passent aujourd'hui par le péage ne reçoivent pas d'amende a posteriori, et donc que la perte d'argent pour Vinci soit effective. Il n'y a pas de dégâts matériels permanents. On a déplacé ce matériel, on l'a potentiellement enroulé, mais pas de dégâts sont produits pour éviter les répercussions judiciaires trop fortes sur les groupes de gilets jaunes après. C'est tout un processus, la prise de péage, comme tu peux le voir. Après ce petit périple dans la forêt, très sympathique, nous arrivions face à cette autoroute et nous voyons cette foule de gilets jaunes. C'est incroyable le monde là. Il y a à peu près 300 personnes, donc ils vont avoir un peu de mal à nous déloger, les gendarmes, parce qu'ils sont pas beaucoup. Et faut savoir que c'est à peu près une trentaine d'euros par véhicule qui passe dans ce sens. Donc là, à mon avis, Vinci va faire la gueule. Attention, vous voulez les chiffres les gars? 87 véhicules en 2 minutes. Donc ça nous fait une moyenne de 2600 véhicules en 2 heures. Donc 2000 en 1 heure. 5200 véhicules en 2 heures. Ouais, 5200 pardon, ouais. En 2 heures. Donc si on donne une estimation, une estimation basse, on les fait payer en moyenne 25 euros par véhicule. Même si ça peut être plus, parce qu'il y a pas mal de camions, il y a pas mal de caravanes, etc. Tape 30 plutôt, tape une moyenne à 30, allez. Allez, une moyenne à 30. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. Du coup, ça fait 156 000 euros. Concrètement, là, depuis qu'on est arrivé, c'est 156 000 euros qui sont partis finalement de la poche du Vinci pour rester dans celle du contribuable. Là, on est refait, tu vois. Et c'est une estimation, c'est une estimation basse, on va dire. C'est une estimation basse. On devrait avoir le chiffre final, finalement, sachant que pendant qu'on dit ça, le trafic continue de passer. Oui, et puis il y a des creux là. Là, on était dans un petit creux. Il n'y avait pas tant de véhicules que ça, mais tout à l'heure, il y en avait beaucoup plus. Là, regarde, là, il y a un pic de vague, tu vois. Par exemple, si tu as 30 véhicules en moins de 10 secondes, voilà quoi. Par 60. En plus, on continue finalement dans le droit esprit des gilets jaunes à œuvrer pour le pouvoir d'achat, mais aussi en dénonciation de l'oligarchie. Bien sûr, comme d'habitude. Toujours là contre justement les farfelus du pouvoir qui tirent un peu sur le social. Là, on sent de tous les côtés, on voit dans tous les services ça pète, que ce soit aux urgences, que ce soit les EHPAD, que ce soit les cheminots, que ce soit... Là, dans toutes les sphères, là, c'est en train de devenir un peu insurmontable en fait. Sans compter le CETA,
qui vient de passer, acte de haute trahison. Et du coup, là, on sent bien que l'oligarchie, se sentant attaquée de toutes parts, accélère le processus pour que les niveaux de pouvoir en fait montent d'un cran. C'est-à-dire qu'on était à l'échelle continentale avec l'Europe, maintenant on va passer à l'échelle intercontinentale, bientôt l'échelle mondiale. Et ça veut dire que les centres de pouvoir sont vraiment mondiaux. C'est plus ou moins le cas déjà avec les multinationales. Mais là, ça sera vraiment dans les faits, institutionnellement. Tu auras un problème de pouvoir d'achat, il faudra que tu t'adresses directement à Washington ou à Tel Aviv ou dans je ne sais quel autre centre du pouvoir mondial. Voilà. Et c'est bientôt ce qui va arriver. Hein. Et donc ça va être la mise sous tutelle de l'ensemble des peuples de la planète. Hein. Ce n'est pas une question de religion, de race ou quoi. On est tous concernés dans le monde. C'est des gens pour qui, eux, leur seule religion, leur seule valeur, en fait, ça sera l'argent et le pouvoir. Les autoroutes sont aux Français, donc c'est un peu normal qu'ils ne payent pas. On les a déjà bien payés, bien amortis depuis très longtemps. C'est une grosse arnaque. Il y a des gens qui pensent que c'est nous les gangsters. Ben non, les gangsters, ils sont en col blanc. Ils sont assis. Les autoroutes, je m'en rappelle comme si c'était hier. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing qui nous le dit. Quand on aura tout payé, les frais d'installation, les frais d'entretien, ça sera gratuit. J'attends encore. La vignette automobile, ça sera pour les vieux. Ils l'attendent encore. C'est que ça, c'est que du mensonge. Il y en a marre, ça suffit. Stop. Stop. Mais finalement, explique-moi, puisque je vois que tu tractes. Oui. Tu dois t'y connaître un petit peu. On voit finalement sur ce graphique que les tarifs n'ont fait qu'augmenter depuis 2011, malgré les effets bénéfiques annoncés par la privatisation. T'en déduis quoi? J'en déduis que c'est tous des voleurs. On voit que Vinci se fait du beurre sur les autoroutes grâce aux concessions parce qu'il y a eu une force de réseau à un moment donné. De Villepin en 2006 passe sous décret pour la privatisation des autoroutes sans passer par l'Assemblée nationale. Alors là, c'est... Donc nous, ça ne nous satisfait pas, ça. Il est hors de question que ça nous satisfasse. À la base, ces autoroutes-là sont à nous. On les a rentabilisées depuis 20, voire 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en s'y intéressant, on se dit quoi? On se dit que si on veut frapper fort au niveau de l'oligarchie, si on veut taper dans le porte-monnaie de l'oligarchie, il va falloir à un moment donné faire une démonstration de force sur les péages. Et comme il se trouve que la grande majorité des péages appartiennent à Vinci, allez, on va dire, ça doit être du 60-70%, puis 20-30% Eiffage, la SANEF, etc. Donc on se dit que, quelque part, taper au portefeuille de Vinci, c'est taper directement sur Xavier Lulard. Xavier Lulard est un oligarque. C'est quelqu'un qui vient de Sciences Po. Il a monté les échelons grâce à des forces réseau, notamment la maçonnerie. Ben tiens, après on nous dit qu'on nous taxe de complotistes. Non, nous, c'est pas le fait de parler de la maçonnerie pour la maçonnerie. Pour nous, la maçonnerie, c'est une force de réseau parmi d'autres. Tu vois, comme les think tanks, comme le CFR, Bilderberg, la Trilatérale, ou encore le cercle de l'oratoire en France que peu de monde connaissent. Ça va bien au-delà de la privatisation des autoroutes. Cette république pourrie oligarchique veut tout truc. Il y a les barrages hydroélectriques, les routes nationales, ADP, Française des Jeux, et on en passe. Et puis donc, je pense que les gens, il y a peut-être un déclic qui commence à se faire. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que si effectivement, en tout cas, on est de plus en plus nombreux, à faire des actions concrètes et dans le sens du bien commun. Et ça, je pense que les gens, ils sont sensibles et ils comprennent. Alors après, j'aimerais qu'ils viennent nous rejoindre dans ce combat et dans cette lutte, parce qu'effectivement, c'est un combat qui concerne tout le monde. J'ai beaucoup de mal à convaincre autour de moi. Les gens ont beaucoup de mal. Hein. Et comme les médias parlent plus de nous, ils croient qu'on n'existe plus, quoi. Et ou soit on est des extrémistes. Voilà, alors je leur explique que notre combat, c'est le combat du bien commun, c'est le combat du bon sens, c'est le combat de l'humanité, c'est le combat des peuples contre cette petite couche oligarchique corrompue, franc-maçonne et tout ça qui lutte contre les peuples. Toutes ces forces de réseau se sont mis en action pour mettre ces oligarques-là à tapiner pour les autoroutes. Comment ça se fait qu'un Alain Minc se retrouve par exemple à la SANEF? Alain Minc, qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, il a bouffé à tous les râteliers, il vient bouffer dans les sociétés autoroutières. Pourquoi? Mais parce qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Donc l'État a vendu les autoroutes pour 15 milliards d'euros en 2006 à ces autoroutes privées. Elles les ont rentabilisées depuis là les années. C'est les sociétés qui font le plus d'excédents en France avec les lobbies pharmaceutiques. Donc il est hors de question que ça passe à côté de nous, ça. Vous êtes dans nos viseurs, Vinci Eiffage, vous êtes dans nos viseurs.
Que voulez-vous, monsieur? Pour quel média travaillez-vous? Alors nous, c'est BFM, CNews, c'est une réunion en fait de deux médias. Voiture, bim. Là, dis-moi, est-ce que tu es le responsable de cette horreur-là? Comment oses-tu? Des drapeaux français en France? J'ai honte, monsieur. Avec des factieux? J'ai honte, monsieur, je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais T'as craqué là? J'ai craqué. Là, t'as déconné là. Comment je peux me rattraper? Bah, en nous expliquant pourquoi, tiens, parce que... Bah parce qu'on n'a pas à payer pour ce qui est à nous, non? Ah, mais quel lien tu vois entre finalement ce drapeau, bleu, blanc, rouge, et ce qui se passe derrière toi en ce moment même? Ce qui se passe derrière moi, c'est l'empêchage d'une spoliation qui appartient d'une chose qui appartient à ce drapeau et qui appartient à tous les gens qui vivent sous ce drapeau. C'est-à-dire que les autoroutes sont un bien commun en fait? Elles sont tout à fait un bien commun, oui. On a déjà payé pour ça et on était ravis de pouvoir continuer à payer pour leur entretien avec grand plaisir. Malheureusement, maintenant, c'est plus qu'un outil de raquette. Qu'est-ce qu'on peut y faire d'autre que venir essayer d'augmenter un tout petit peu le pouvoir d'achat des Français ce jour-là, jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre que leur temps est venu et qu'ils vont bientôt devoir partir, tous ces gens qui cherchent à nous spolier. Et en attendant, on fait des petits plus comme ça, voilà. Ouais. On fera mieux plus tard, on fera beaucoup mieux plus tard. Le libéralisme qui est né sous la Révolution française et qui est arrivé avec la Révolution française est porté par cette République. Et c'est plus une République du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà. Alors je vois que tu as l'air toi aussi d'être un factieux royaliste, je vois qu'il y a des symboles assez factieux là. Oui. Bon, tu me planqueras ça en post-prod. Hein. Oui. Déjà ça c'est intolérable. Ça c'est non. C'est ça. Ça c'est pas normal. Effectivement. Vive Dieu, vive la France et vive le roi. Vive Dieu, la France et le roi. Non mais ce qui est marrant, c'est qu'au-delà de ça, enfin tu me parles de bien commun, c'est amusant de voir la distinction qui existe justement ici entre gilets jaunes, qui parlent beaucoup de bien commun, qui parlent tout simplement parce qu'ils y sont sensibles, parce que c'est les premiers concernés. Et finalement, cette petite caste qui se révèle aujourd'hui de plus en plus au grand jour, qui contrôle toute forme de politique en France. Comment tu penses qu'on peut la désarçonner? Comment tu penses qu'on peut la désamorcer, sachant qu'elle est extrêmement prégnante et implantée depuis longtemps en France? Alors je pense qu'il y a une manière, et la preuve elle en est là, c'est qu'on on montre qu'on est plus social et plus humain que cette petite couche corrompue on sait tous qu'ils sont au service des sociétés secrètes, au service de leurs propres intérêts, au service des banquiers, à tous ces services-là. Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que par exemple l'été sert à pas faire passer tout un nombre de lois. Là il y a les lois travail qui va passer, donc je pense qu'il y a... La réforme des retraites. Exactement, la réforme des retraites, la réforme de la fonction publique aussi. Donc je pense qu'il y a de plus... On pense aussi au CETA qui est passé. CETA, exactement, et puis les autres qui vont suivre derrière. Donc je vois, et le CETA, je suis pas sûr qu'il est passé, mais il y a eu un combat quand même, ça n'a pas été simple. Donc je vois CETA qui est la continuité d'ailleurs du TAFTA contre lequel on avait beaucoup combattu. Exactement. Donc je vois qu'effectivement il y a une réaction, mais elle est lente. Tu sais, je sais plus qui disait ça, que individuellement l'homme est fort et peut être fort, mais collectivement c'est plus lent à monter. La sève est plus longue à monter, mais je pense que le travail collectif, peu importe nos revendications. Moi, je suis là en tant que gilet jaune. Oui, effectivement, je suis royaliste, mais ça, c'est mes convictions personnelles. Effectivement, je suis anti-républicain, je le cache pas, mais anti-république française liée à la Révolution française. S'il y avait une république avec des contre-pouvoirs et qui faisait des lois du peuple, par le peuple, pour le peuple, je pourrais parfaitement y vivre. Donc voilà, Vinci, c'est aussi des scandales. On sait que 3 à 3,5% du capital de Vinci appartient à Qatar LLC. Qatar LLC, c'est une société filiale, une société écran, on va dire, de Vinci, qui travaille au Qatar, tu sais, pour construire les stades de la Coupe du Monde. Les ouvriers travaillent entre 65 et 70 heures par semaine. C'est quoi ça? Pourtant, c'est une filiale de Vinci. Tu sais, Vinci, normalement, a une morale, a une éthique. Tu vois ce que je... Naturellement. Naturellement, voyons enfin, puisque c'est une société française. Donc, naturellement, ils sont éthiques. Donc, des dizaines, voire de ce que j'ai compris, voire une cinquantaine de morts sur les chantiers. Qui sont d'ailleurs dans la majorité des clandestins africains. Afghans, sri-lankais et pakistanais, effectivement. Donc, il y a de la traite humaine, ça c'est extrêmement grave. Donc pour une société qui se dit avancer, rouler tranquille, tu vois les slogans sur les autoroutes, donc commencez déjà à balayer devant vos portes avant de donner des leçons aux autres. Donc ça, c'est hors de question. Donc pour le coup, voilà, Vinci, non seulement c'est une société
qui pratiquent un code du travail très douteux avec le Qatar, etc., qui n'est pas du tout une lumière en termes de code du travail. En plus de ça, se font de l'argent sur le dos des contribuables, puisqu'on sait que les concessions de Vinci, tout comme FH, vont aller jusqu'en 2035. 2035. Est-ce que nous, on va attendre 2035 et continuer à se faire raqueter? C'est hors de question. Dès 2019, voire 2020, on espère que le gouvernement va fléchir, voire chuter, bien entendu, que l'oligarchie chute. Si on reprend le pouvoir, on va renégocier avec ces autoroutes, leur donner leurs milliards d'euros, qui nous laissent tranquilles, on renationalise les autoroutes, et c'est à nous. Point barre. Comme dans d'autres pays européens, notamment l'Allemagne. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on tient là d'ailleurs? Ça fait plus de 2 heures qu'on tient. Le peuple a repris Saint-Arnoux, le plus grand péage d'Europe. Ouais. Regardez, il y a tout le monde. L'oligarchie et ses idiots utiles et ses valets serviles essayent toujours de diviser le peuple. Les vieux contre les jeunes, les gros contre les maigres, les rouquins contre je sais pas trop qui, les Portugais. Dès que vous avez un discours de division et de communautarisme, derrière c'est de l'ingénierie sociale avec l'oligarchie qui finance. Là vous avez tout le monde, vous avez des handicapés, vous avez des anciens, tout le monde travaille, lutte pour le bien commun. Il faut bien que les gens comprennent que ces autoroutes leur appartiennent, que toutes ces infrastructures de ce pays leur appartiennent. Et il faut bien rapporter du patriotisme dans ces actions Gilets jaunes. Ce n'est pas seulement un mouvement social, c'est un mouvement d'éveil d'un peuple et de réappropriation de ses possessions légitimes qu'on est en train de lui voler de manière systématique et implacable. Et de plus en plus d'ailleurs, avec une grande accélération. Il faut vraiment pouvoir rallier les symboles nationaux à cette lutte sociale, c'est très important. Donc c'est pas seulement l'aspect pécunier, il y a aussi, comme tu le dis, un aspect de réunion des fondamentaux du peuple français autour de fondamentaux sains, quoi. Ouais, je l'aurais pas mieux dit. Peut-être que c'est... bon, non mais c'est... Je peux t'interviewer sinon. Non mais on pense aussi à ADP évidemment en ce moment. Mais tout, absolument tout. C'est pas la peine de chercher plus loin. Tout. Donc, tu penses pas qu'il peut y avoir une dimension finalement profitable à cette privatisation? Est-ce que ça peut pas amener finalement un peu moins d'implication de l'État? Est-ce que ça peut pas nous donner... Ouais, déjà la formule, c'est mon cul sur la commode, je crois. Hein, c'est ça la formule exacte? Oui, tout à fait. Ouais. J'allais te poser la question parce que je sais que toi tu es très impliqué dans les circuits courts, la ZAD, etc. Tu envisagerais quoi comme contre-modèle à influencer ou à mettre en place par rapport à ce modèle mondialiste? Forcément un modèle, je sais pas le modèle, mais en tout cas retrouver des valeurs qui ont à voir avec ce qu'on appelle les lois naturelles. Voilà, c'est-à-dire le retour en fait à la nature fondamentale de ce que c'est que l'homme dans son environnement, de vivre voilà, avec bienveillance avec son prochain et avec tout ce qui nous entoure, donner son droit à chacun. Voilà. Et du coup, forcément, on combat une oligarchie qui va à l'encontre même de toutes ces valeurs, quoi. Sont des valeurs contre nature. Et par la spéculation déjà, on voit que c'est pas des modèles qui sont plutôt naturels, mais plutôt économiques. Et la finance, généralement, ça joue sur des variables et sur des spéculations, sur des choses qui sont carrément abstraites en fin de compte et qui sont très loin d'un modèle social en fait. C'est-à-dire qu'à force, le cours des choses, finalement, est défini non pas par la production réelle de secours ou par sa demande, mais par des manipulations de chiffres qui n'ont aucun effet dans le réel. Exactement, ça spécule sur la spéculation, en fait. Ça devient complètement fou. Complètement déraisonné, en fait. Totalement antinaturel. Et nous, on veut un retour aux valeurs naturelles, voilà. Droit de la nature. Et finalement, une entreprise comme Vinci, dans son action, est un petit peu le catalyseur de ça, de tout cet esprit néolibéral, mondialiste, oligarchique. Il faut voir parce qu'en fin de compte, la privatisation des nationales n'est pas si loin que ça. Hein. Faites gaffe, à surveiller. Hein. Parce que là, on parle des autoroutes, mais bientôt ce sera les nationales. Hein. De toute façon, tout y passera. Tout ce qui pourra être privatisé et vendu et marchandisé le sera. Là, on parle à travers la GPA quand même de la marchandisation du fœtus et du ventre des femmes. Moi, je me demande pourquoi les féministes ne nous interpellent pas sur ce sujet-là. On sait qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, il y a une discussion qui est en train de s'effectuer à l'Assemblée autour d'Agnès Buzyn, qui parle de différents types de PMA et qui parle notamment... Alors, vous m'excuserez, je crois que le terme correct est intersexe, va pas falloir me pousser plus loin, qui parle de la PMA pour les intersexes. D'accord. Pour les quoi? Transgenre et PMA post-mortem aussi. Donc intersexe. Pour la PMA post-mortem. Intersexe, transgenre, cisgenre, plus de 70 genres. Moi, je m'y retrouve plus là-dedans. Je suis paumé aussi. D'accord, et donc Agnès Buzyn, ouais. Et
est-ce que tu penses qu'il y a possibilité, j'y viens, à rephagocyter, remettre en avant les réseaux, la Manif pour tous, pour effectuer cette convergence avec les Gilets jaunes? Est-ce que tu y crois? Alors là, tu me poses un hic. Parce que quand j'ai vu ce que ça a donné, la Manif pour tous, l'après, l'avant, le pendant, comment ça a été géré, et surtout, désolé de le dire, mais on n'en voit aucun parmi les Gilets jaunes, la Manif pour tous. Donc ils sont passés où? Est-ce que c'est la peur, la lâcheté? Est-ce que finalement c'est pas un racisme de classe? Je sais pas, moi je pose la question, tu vois ce que je veux dire? Et ça vaut d'ailleurs pour toutes les franges de la société. Donc moi personnellement j'y crois pas. Moi je te le dis, j'y crois pas du tout. Peut-être certains d'entre eux, on va dire des représentants, tu sais, qui ont encore un petit peu une conscience et qui se disent bon, là quand même sur le plan pas social mais sociétal, il y a des gros soucis avec la GPA, la PMA, Agnès Buzyn, l'affaire Lambert aussi, peut-être que ça va les réveiller. Peut-être que l'affaire Vincent Lambert les a réveillés. Je sais pas, tu sais, j'ai aimé une hypothèse comme ça. Espérons, mais on était très peu nombreux, malheureusement, très peu nombreux. Je crois pas trop, je te dis à titre perso, j'y crois pas trop. À mon avis, ils arriveront au dernier moment, une fois que tout le monde sera lancé dans la bataille, et puis ils se mettront sur le plan sociétal, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc non, honnêtement non, j'y crois pas trop. Ce n'est que mon avis, hein. Après voilà, je peux me tromper, mais... La cause des causes, c'est ce pouvoir oligarchique qui nous domine à travers des piliers fondamentaux qui sont la Constitution, le contrôle de la monnaie, la dette publique et le contrôle des médias. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est contre ces piliers qu'il faut se battre. Quand on veut faire tomber une structure, il faut s'attaquer à ces piliers. Ça sert à rien d'attaquer des fenêtres ou quoi. Il faut s'attaquer aux piliers. Voilà. Sachant que finalement, ces oligarques-là, pour se mettre au pouvoir, ont effectué les mêmes mouvements finalement, qui depuis le CNR infiltrent de manière coalisée en fait ces mêmes centres de pouvoir qui sont les médias, les grandes entreprises ou le secteur public, qui font la même chose. Complètement. C'est un travail de longue haleine. Eux, ils voient dans le temps long, ils réfléchissent, ils s'organisent. Voilà, c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. On peut dire qu'ils complotent, finalement. Ils conspirent, excusez-moi. Ils conspirent. Nous sommes des complotistes, ils conspirent. La vraie conspiration. Bon, on va peut-être se mettre en place. On va le faire, par contre. Il y a les mobiles qui viennent d'arriver. Un peu d'action, regardez. Il y a les qui? Il y a les mobiles, les gendarmes mobiles. Oh! Conformément à leur procédure habituelle, la plupart des gilets jaunes du péage se sont regroupés pour former une ligne afin d'empêcher la progression de la gendarmerie qui vient d'arriver en masse. On va voir combien de temps ils vont tenir. Pour l'instant, l'objectif, gagner du temps afin que d'autres voitures puissent passer gratuitement. Pourquoi ils ont embarqué Wilson? Parce qu'il a résisté en fait, il a fait une opposition de force, en fait il était sur le sol et en fait il a laissé son poids, tu vois, son poids mort. Du coup en fait c'est perçu comme une confrontation aux autorités en fait. Et ils ont dû le porter en fait. C'est pour ça qu'après il l'a embarqué du coup. Voilà, tout simplement. Mais ils vont nous le rendre apparemment, mais ça fait déjà plus de 5 minutes qu'on attend là. Voilà, on a négocié Wilson contre le départ. Ah d'accord, c'est... Ils ont accepté pour l'instant? Oui, oui, ils disent qu'il est en train d'arriver. Alors on est en train de partir. Donc c'est la mentalité un petit peu mousquetaire finalement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Un pour tous, tous pour. On est en plein dedans, hein. Quoique ils ont des armes, on n'en a pas. C'est encore pire qu'au Moyen-Âge, quoi. Dis-moi, bilan? Écoute, là on se fait gentiment accompagner à la frontière, j'ai envie de dire, à la frontière du péage, hein, je vous rassure. Écoute, ça a l'air, en tout cas les gens ont l'air satisfaits, c'est l'essentiel. On a fait passer beaucoup d'usagers, je pense que quelque part
Dans la journée, on est plutôt gagnant. Il aurait été bien qu'on tienne encore un peu plus longtemps. On aurait une petite heure, ça aurait été encore sympa, jusqu'à 6 heures. Bon, en tout cas, le bilan est positif quand même. Pas de blessés. Des usagers qui étaient très 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 contents. On a eu beaucoup de coups de klaxon, des cœurs, des petits cœurs comme ça, des enfants, des mamans très satisfaites. Donc voilà. Bon, après, je comprends, ils font leur travail. C'est ce qu'on leur demande de faire. Nous, quelque part, on fait le nôtre. Mais dans l'ensemble, c'est positif. Après, j'ai juste un petit regret. C'est qu'on a cherché à mobiliser. On a réussi à mobiliser, mais on attendait beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc les gens qui êtes restés chez vous et qui, en fait, c'est pas... Je comprends, vous puissiez avoir peur, mais sincèrement, enfin voilà, venez vous poser ici. Plus on sera nombreux, plus on pourra tenir longtemps. Vous voyez, regardez, ça se passe pacifiquement. Avec les gendarmes, c'est toujours tranquille, ils sont pas violents. Il y a le deuxième chassé-croisé pour fin août. Hein. Alors le deuxième chassé-croisé, j'espère qu'on sera encore le double. Et puis on pourra tenir un peu plus longtemps, en tout cas, voilà. Super, je te remercie. Merci en tout. Et puis bonne journée à vous, bonne soirée. Force et honneur. Force et honneur. Oh